une immense focalisation sur les nouvelles technologies. Dans toutes les universités en Inde et tous les instituts de management, vous allez trouver un département d'informatique. Les cours d'informatique et de nouvelles technologies sont quasiment obligatoires, institutionnalisés. Donc les nouvelles technologies, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez les entreprises aujourd'hui qui sont des entreprises internationales, hein, Wipro, WIPRO, Infosys et TCS, Tata Consulting Service. Tata, le groupe Tata, c'est un conglomérat, c'est un groupe industriel. Il est dans la sidérurgie, Tata Motors aujourd'hui, il a acheté Jaguar, Jaguar, il vient d'acheter quel Jaguar, et il est dans le textile, il y a Tata International, ils ont des usines de textile qui exportent 90% de la production aux pays occidentaux. Et il est dans les nouvelles technologies, Tata Consulting Service. Et c'est le numéro 1 en Inde en termes de nouvelles technologies. Et il travaille énormément avec les États-Unis, avec l'Europe. Donc c'est un peu les trois grands piliers du développement aujourd'hui qui sont incontournables. Bangalore. Bangalore, c'est un site qui a développé énormément les logiciels, les programmes, l'informatique dans son aspect soft. Est-ce que cette zone importante de Bangalore s'est inspirée dans sa mise en place et dans son fonctionnement, son développement de Silicon Valley, Californie, États-Unis, zone qui s'est développée juste après la Deuxième Guerre mondiale, conçue peut-être bien avant, parce qu'on conçoit lentement et on réalise vite. Et le processus de l'ingénieur. Et est-ce que notre cyberparc de Aïmoula, Arji, va tendre vers le modèle de Bangalore, ou bien avec des petites nuances, faire mieux, ou que faudrait-il pour atteindre un niveau important pour développer notre ressource humaine en tant que capital humain, trésor de la nation algérienne, et je vous remercie. Merci monsieur. Merci beaucoup. Alors, le nombre d'instituts proportionnel. En fait, vous avez tout à fait raison, c'est à 500 aujourd'hui, mais en fait c'est très insuffisant. Et donc le projet c'est de le porter d'ici 2017 à 1200 instituts et universités. C'est proportionnel à la population. Oui, tout à fait. Donc, en fait, beaucoup de gens, il y a deux revendications aujourd'hui de la part des enseignants, des profs, mais également des industriels. Donc, sur le plan quantitatif, ce n'est pas suffisant pour voir à tous les besoins. Et deuxièmement, sur le plan qualitatif, surtout le plan qualitatif. Donc, il faut améliorer la qualité parce que quand on développe trop quantitativement, trop rapidement, on a tendance à négliger un peu la qualité. C'est quand même dommage. Parce que si la qualité ne suit pas, ben vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, 200. Et oui, mais c'est le portrait. C'est le manque de nos CFPA en Algérie. C'est utile. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr que c'est utile, bien sûr. Et juste pour terminer la question, c'est vrai que c'est à l'image du Silicon. D'ailleurs, aujourd'hui, on dit Bangalore. Quand on dit Bangalore, on dit c'est la Silicon Valley. La Silicon Valley de l'Inde. C'est tout à fait sur le modèle. Et pour Sidi Abdallah, la question. Sidi Abdallah. Vous connaissez certainement. Je connais, mais pas très bien. Désolé, mais je pense que c'est pas pour te décourager. Non, mais c'est possible. Donc, il faut toujours avoir un peu d'optimisme. Non, parce qu'il faut voir les bases. Donc, l'Inde a commencé dès l'indépendance à développer les instituts de technologie. Et il y a les IIT, gérés par le centre. Indian Institute of Technology, c'est la crème des crèmes. D'ailleurs, le gros problème que rencontre aujourd'hui l'Inde, c'est que les promotions qui sortent des IIT, le plus important c'est Bombay, IIT Bombay, par rapport aux jeunes étudiants, par exemple algériens, moi je les encourage, quoi, que les ingénieurs, allez-y en Inde, quoi. Si vous arrivez à intégrer un IIT, franchement c'est le top, quoi. Parce que ceux qui sortent des IIT, Bombay, Madras, Delhi, il y en a une dizaine par région. Ils sont immédiatement recrutés par les multinationales. Les multinationales les recrutent. Et moi, je peux citer un exemple que j'ai vécu. J'étais à Hyderabad il y a quelques années. Il y avait un grand débat parce que le directeur de l'institut, il se plaignait parce qu'il dit, mais attends, mais cette année, 95% de la promotion partent à l'étranger parce que les Américains sont venus, ils les recrutent, ils ont le droit. Les Américains, ils viennent, ils recrutent des entretiens, ils ont les entretiens, ils les prennent. Ils leur font tout de suite les papiers, etc. Ils les prennent. Soit pour les affecter dans des universités américaines ou bien dans des entreprises américaines.
Et donc, le directeur indien, il s'est plaint. Et donc, il y a eu une organisation d'un grand colloque, je me rappelle, et le Premier ministre de l'État, à l'époque, un chef d'État extrêmement performant, très performant, qui s'appelle, il est toujours d'ailleurs en politique, Chandrababu Naidu. C'est un entrepreneur. Il a assisté à la réunion. Donc il a assisté, il est venu. Et donc il a écouté, tous les gens qui s'expriment, disent effectivement, il faut mettre des barrières, il faut empêcher les gens de partir. Quand même, nous on les forme gratuitement et puis ils partent comme ça. Au moins vous leur demandez le remboursement, etc. Et tout. Et donc il y avait beaucoup de... Et puis à la fin, le Premier ministre, il a répondu de façon, mais moi ça m'avait étonné. Il leur a dit, bon j'ai bien écouté, etc. Mais vous me demandez d'interdire les jeunes de partir à l'étranger. Et d'interdire aux Américains de venir les recruter. Je ne peux pas le faire. D'abord, la Constitution m'empêche de faire ça, la liberté. C'est incroyable. Et deuxièmement, il dit, mais posez-vous la question. Moi, j'ai bien compris que... Pourquoi ils partent? Pourquoi ils partent? Est-ce que vous êtes capable de les retenir? S'ils partent, ça veut dire que vous n'êtes pas capable de les retenir. Si vous n'êtes pas capable de les retenir, ce n'est pas eux à blâmer, c'est vous. La question était réglée. La question était réglée. Et à partir de ce moment-là, je vous raconte ça, ça fait quand même quelques années, il y a une dizaine d'années à peu près, que c'était en 2001-2002, et bien à partir de ce moment-là, branle-bas de combat. Les entreprises indiennes, les universités, maintenant vous allez dans les campus indiens, vous n'avez plus envie de sortir. Vous allez, le campus de Wipro, qui est une des plus grandes entreprises d'informatique et de nouvelles technologies, vous rentrez dans le campus, vous n'avez pas envie de sortir. Il y a un campus agréable, vivable, les salaires sont élevés, en plus il y a des aides, on vous aide à acheter votre voiture, à acheter une maison, à vous marier, etc. C'est un truc comme ça. Et donc là, le turnover a beaucoup diminué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Indiens qui restent en Inde. Et la diaspora indienne a beaucoup aidé probablement énormément Absolument. Absolument. Retour d'investissement. Exact. Est-ce qu'il y a de la corruption en Inde ou est-ce qu'il y a des mouvements de droite? Il y a de la corruption. Il y a de la corruption. La corruption, elle est très très combattue, mais c'est vrai qu'il y a encore de la corruption. D'accord. Donc, un des moyens, un des moyens pour combattre la corruption, et ça c'est extrêmement important, peut-être je n'ai pas trop insisté, c'est les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies, c'est pour ça que bon, le site d'Abdallah et tout, c'est bien, mais il faut que ça se concrétise tout ça. Il ne faut pas rester au niveau de la rhétorique, nous avons un centre, nous avons un truc. Il faut que ça se concrétise. Les Indiens, ils ont concrétisé la nouvelle technologie. Aujourd'hui, par exemple, récemment, il y a eu un vote, 700 millions de gens qui ont voté. Électronique. Électronique. Ils poussent sur le botton. Et maintenant, vous avez, je vous donne un exemple concret. Moi, je prends souvent le train. Moi, je suis très content parce que je connais l'Inde du terroir. Donc, pas simplement des grands dirigeants, etc. Parce que je ne les fréquente pas beaucoup. Mais je prends le train souvent. Avant, c'est vrai que je me rappelle, pour prendre le train, pour acheter son billet, tu vas à la gare. C'est des images, même des passagers. Tu vas à la gare, mais comment tu fais pour acheter ton billet de train? Mais c'est bon, je peux pas. Donc je délègue, je donne à un Indien, il se profite. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin. Internet. Tout est par Internet. Je veux réserver mon bus. Internet. J'ai mon billet. Bien sûr, les avions, Internet. Tu veux acheter des produits. Ils ont des sites online. Qui facilitent la vie. Facilitent la vie. D'accord, oui. Monsieur? Oui. Merci. Mouloud, bravo pour ta conférence qui nous a mis en appétit pour en savoir encore plus sur ce merveilleux pays, cette merveilleuse civilisation. Moi, je te parle à chaud parce que j'en reviens aussi, comme tu le sais, il y a quelques jours. Vous êtes, s'il vous plaît, moi que... Yassine Fouda, donc consultant en ressources humaines et on pratique la méditation dans une zone. À ce titre, on s'est déplacé en Inde il y a quelques semaines pour séjourner dans le Brahmastan, le centre du centre de l'Inde, dans la région de Jabalpur. Bon, ce qu'on a eu à constater, comme ça à chaud, ce qu'il y a au niveau de la société, au niveau de la vie sociale, etc. Pendant toutes les semaines qu'on est resté, on n'a pas constaté un seul moment de l'incivisme, de l'agressivité dans la rue, par exemple des accrochages. Pourtant, tu as vu comment ils roulent. Les véhicules, à peine s'ils se vont tous à la même vitesse. Est-ce que, ce que je voulais savoir, est-ce que cette culture de non-violence, ou bien est-ce que
t'enseigner dès la base, dès l'éducation des enfants, ou bien est-ce que c'est un mouvement naturel qui est renforcé par le mouvement de la méditation que tu connais grâce à... Merci. Merci pour cette question, on en parlait tout à l'heure avant de descendre justement. C'était un sujet qui était... Enfin, il y a des réponses dans la question. Mais... Quand on parlait de l'incivisme en Algérie, on se disait pourquoi aujourd'hui on n'a pas l'organisation de l'Inde. D'abord, moi je pense que d'abord il y a l'éducation, certainement l'éducation. L'éducation, c'est pas simplement la transmission du savoir, vous le savez, hein, transmission du savoir, mais également transmission de façon d'être, de culture, de valeurs, d'éthique, etc. Et c'est vrai que les Indiens, ils ont un système éducatif qui met beaucoup l'accent sur ça. Donc à côté de tête bien faite, bien pleine, il y a tête bien faite. C'est vrai, ils baignent dans un climat de civisme, d'éthique, etc. Et tout. Dès l'école primaire. Par exemple, je dis un truc, là le 26 janvier, toutes les écoles primaires, tous les enfants vont à l'école primaire pour la levée des drapeaux. Et en tenue. En tenue. Toutes les écoles primaires, le 26 janvier, vous pouvez regarder, hein, si vous pouvez être en contact, connecter. Les enfants dans les écoles primaires, ils vont et avec une joie magnifique, et puis après ils servent un petit repas, collation, je ne sais pas. Les enfants en tenue, beaux, habillés, magnifiques, etc. La levée des drapeaux et ils chantent l'hymne national, qui est bien évidemment un hymne magnifique. Comme je vous ai dit, c'est un poème de Tagore. On a envie de le chanter aussi. Hein, donc il y a ça. Et il y a peut-être qu'on n'a pas, on peut en parler bien évidemment. Naturel au sens que la philosophie. L'hindouisme est une philosophie, c'est pas une religion. C'est une philosophie. Et donc en fait, quand est-ce qu'on va passer de la religion à la philosophie, à la spiritualité? Tant qu'on n'a pas fait ce pas, on est dans le dogme, on est dans le truc, etc. Ben, en Inde, par exemple, vous avez... les gens sont hindous, hein, 80% sont hindous, mais ça veut dire quoi hindou? Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesha, Lakshmi, Saraswati, Mata Parvati, Sadhu, Jain, bouddhiste. Donc, vous avez, les gens choisissent un chemin, choisissent un Dieu. Il y a un Dieu, un seul. C'est un panthéisme. Ce n'est ni un mono, ni un poly, mais c'est un panthéisme. C'est un transversal. Parce que la spiritualité a pris beaucoup d'importance. La spiritualité. Alors, vous allez au temple, il y a des trucs, hein, le soir à 6 h, vous pourrez entrer au temple. Mais vous y allez, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, vous allez en retard. Vous restez 5 minutes et vous sortez. C'est ça, la liberté. La liberté. Très grande liberté. Et vous avez bien évidemment des centres de méditation, de yoga, partout. Partout. Donc c'est plus un état d'esprit qui... Il y a un état d'esprit qui... Parce qu'aujourd'hui, en sérénité. Voilà, les Indiens sont de cette manière. Il y a aussi le projet du gouvernement de créer un ministère du yoga et des médecines naturelles. Ça a été mis en œuvre aussi. Parce qu'il y a la médecine ayurvédique qui est très importante. D'ailleurs, les Occidentaux, ils viennent par charter, des États-Unis, de France, d'Allemagne, charter, hein, pour la médecine ayurvédique. Ils vont au Kerala. Merci pour votre présentation aujourd'hui. Vous nous avez vraiment aidé à mieux connaître ce pays. La question est la suivante. Comment aujourd'hui un pays comme l'Algérie peut s'inspirer de ce modèle indien pour tout simplement figurer parmi ces pays qui aspirent à un véritable développement? Développement avec un grand B. Surtout. Moi, je pense que... Non, mais l'Algérie a beaucoup de ressources. C'est vrai qu'elle a gaspillé beaucoup de ressources et elle a perdu beaucoup de temps. Mais la jeunesse, elle est là. N'est-ce pas? Je pense qu'il y a un potentiel quand même qui est important. Bon, c'est vrai qu'il est un peu... pas toujours très encouragé, très appuyé. Et il y a une tendance malheureusement un peu au pessimisme aussi, hein, qui gagne.
Donc en fait, il faut arrêter le pessimisme. D'accord? Et donc se mettre au travail. Mais je pense que, encore une fois, je me répète, mais je pense que l'éducation, c'est l'élément fondamental. L'éducation. Donc en fait, parce que l'éducation, plus tu es éduqué, plus tu as besoin de t'éduquer. C'est vrai, moi j'étais en France, très bien, je suis installé, et tout. Je travaille avec les États-Unis, je faisais des partenariats. J'ai fait beaucoup de partenariats avec les Américains. Mais quand j'aurais dit je pars en Inde, ils m'ont dit mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Et je suis parti. Eh bien, croyez-moi, je remercie tous les jours Dieu de m'avoir fait découvrir l'Inde et l'hindouisme et le bouddhisme. Parce que mon ignorance a diminué. Mon ignorance a diminué. Donc il faut faire reculer l'ignorance. L'ignorance sur tous les plans. Je vous assure que dans cet AIM, pourtant je suis prof, n'est-ce pas? Je suis prof depuis longtemps. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'école de commerce, à l'IAE d'Aix-en-Provence. Eh bien, je suis arrivé à AIM et il fallait que j'apprenne. Ils ont des moyens, ils ont des ressources, il y a un état d'esprit. Je me suis dit, putain, je me sentais largué, moi. Je me suis dit, attends, mais moi je suis prof, je suis largué. Vous veniez de France? Je venais de France, je ne venais pas d'Algérie, pour vous dire. Mais croyez-moi, j'ai fait des partenariats, j'ai fait venir des étudiants et des profs français, allemands en Inde. Bon, ils n'avaient pas tout à fait le même état d'esprit que moi, mais ils étaient émerveillés, enfin, ils disaient, ils ont des moyens, ils mettent les moyens en place pour faciliter l'apprentissage. C'est l'élément fondamental. Maintenant, peut-être également sur le plan d'état d'esprit, bon, mais ça c'est un état d'esprit, et ça se construit aussi avec l'éducation, n'est-ce pas? On a besoin de devenir de plus en plus humble, l'humilité. L'humilité. Tu ne peux pas apprendre si tu n'es pas humble. C'est l'humilité qui te pousse à apprendre. Parce que si tu n'as pas d'humilité, tu penses que tu connais tout. Nous, on connaît tout, on est les meilleurs, on est tout ça. Notre religion, c'est la meilleure du monde. Notre football est le plus beau, etc. Et tout. Non, l'humilité, c'est fondamental. Et c'est l'humilité qui vous pousse. Et après, bon, si on a tous ces ingrédients-là, les deux, je pense qu'on peut mettre en place des structures qui respectent les individus. Il faut respecter les gens. La différence est une richesse, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap, la différence est une richesse. La différence linguistique, la différence culturelle, c'est une richesse. Moi j'ai vu ça, croyez-moi, c'est une richesse. Donc voilà, l'humilité vous permet de comprendre que l'apprentissage est un élément fondamental. Éducation, humilité et le fait d'accepter les différences. Accepter les différences, accepter les différences, respecter les différences, également, parce que moi, des jeunes Français qui viennent, quelque temps, l'année dernière, ils sont venus dans le cadre des échanges, c'est 3 mois, puis il y en a un qui était choqué, là. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, il était choqué, parce qu'il y a des trucs qui ne lui correspondent pas, quoi. Puis sur le plan de la bouffe, dans la nourriture, il me dit, ouais, où est-ce qu'on peut acheter du fromage? Je lui dis, il n'y a pas de fromage, si tu viens pour le fromage, je retourne chez toi. Là. Donc en fait, il faut s'attendre. Les Anglais disent expect, accept and respect. Hein? Expect, il faut que tu t'attendes de différence. Si tu vas en Inde pour attendre le fromage, il n'y aura pas de fromage. Donc je dis que, et ça c'est l'esprit d'humilité qui permet de respecter les différences et accepter les différences. Et je dirais valoriser les différences. Et valoriser les différences. Moi quand je vois quelqu'un de différent, pour moi c'est une richesse. Parce que si je parle avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi, les mêmes opinions que moi, c'est comme ça, ouais, c'est lassant, c'est monotone, ça devient monotone, on partage tous la même chose. Non, mais j'aime. Et là, malheureusement, on n'est pas encore. Bien évidemment, sur le plan politique, il y a fort à faire. Est-ce qu'on peut, c'est ça la question, est-ce qu'on peut, on a le choix, hein, on a le choix d'une constitution rétrograde et d'une constitution moderne. Il n'y a pas 1000 choix, c'est les 2 choix. C'est un peu ça. Hein. Merci beaucoup, M. Madoun, d'avoir animé cette conférence. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre accueil. Merci.